Du haut de Jbel Maouna, on surplombe Guelma et sa région. Maouna fut naguère un grand foyer où se sont manifestées plusieurs civilisations durant la préhistoire. On met le cap sur Roknia. Cette région abrite d'importants vestiges historiques anciens. Le site de Roknia, qui se situe à l'extrême ou bien la zone nord-ouest de la région de Guelma. Un archéologue avisé, Zoher nous plonge droit dans les civilisations anciennes. On est au cœur de la Numidie orientale. Il s'agit là d'un site mégalithique des plus importants en Afrique du Nord. On appelle la place de Léa actuellement. Nous sommes devant l'un des monuments mégalithiques, typiquement relatif au site de Roknia. Le site de Roknia le plus important, la plus importante nécropole, non seulement de toute la wilaya de Guelma, ou bien l'Algérie orientale, mais de tout le Maghreb en général, l'Afrique du Nord en général. On peut visiter les différentes oui, à deux étages, sur deux étages, plusieurs mégalithes appelés dolmens, ainsi que le deuxième type de monument, forme funéraire, qu'on appelait, qu'appelaient les spécialistes les épougies. Ce site, comme l'a déjà mentionné la majorité des spécialistes en archéologie protohistorique, renferme un plus grand nombre, plus de 3000 tombeaux mégalithiques de forme de renommée plutôt dolmenne ou bien dolménique, plus environ presque 400 monuments de type épogée ou bien connu d'un autre nom, hawanite. Le site s'étend sur plusieurs hectares. Le terrain est escarpé et reste des plus accidentés. Dans ce cirque montagneux, découvrir toutes les tombes funéraires reste une tâche ardue. Elle est datée de l'époque protohistorique, c'est-à-dire la phase intermédiaire entre la période préhistorique et l'histoire. C'est généralement considéré par les spécialistes comme une sorte d'antichambre avant d'entrer dans l'histoire elle-même, c'est-à-dire avant la découverte de l'écriture. Des dolmens datant du début de la préhistoire. La construction des dolmens a ainsi évolué durant l'âge du fer. Ce mégalithe ou hypogée est de bonne maçonnerie. Les deux types que renferme ou bien représentés dans ce site, ce sont généralement le dolmen, structure, sépulture protohistorique purement d'origine, ou bien tout dépend de certaines avis d'archéologues, beaucoup plus de l'époque du 19e siècle, début 20e siècle, d'origine nordique, je disais méditerranéenne, d'influence, puisque le dolmen méditerranéen est daté à une certaine époque entre 5000 ans, 4000 ans. Ici, son apparence a été beaucoup plus tardive, c'est-à-dire entre 3000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Certains dolmens ont été creusés à même les blocs de travertin.
D'autres dolmens comportent des dalles. La nécropole, ou bien le dolmen de notre nécropole Roknia est généralement daté, on peut y aller jusqu'à 2200 avant Jésus-Christ. Ces dolmens cristallisent à eux seuls plus de 4000 ans d'âge. La deuxième sépulture, elle aussi, d'une influence méditerranéenne aussi, et généralement appelée par les spécialistes épogée, comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure. J'ai des cavités, bien des grottes aménagées dans le roc, bien le paroi, d'une forme cubique pour abriter un dauphin, le corps d'un dauphin, ou bien deux. Ce type de dolmen est appelé hypogée ou henout. Celui-ci est sculpté à même la falaise de grès. Une chambre funéraire ayant abrité naguère une ou deux sépultures. Certaines chambres communiquent entre elles par le biais d'une ouverture. La nécropole protohistorique mérite une certaine promotion, d'être promouvoir, en commençant en premier lieu, d'établir un zonage, de délimiter le site, le sauvegarder, de recruter plus de gardiens, de procéder au désherbage, et de procéder aussi à un aménagement des pistes et pour les visiteurs, des aires et même des structures pour les sanitaires, les nécessités des visiteurs en général. Une importante falaise de grès abrite de nombreux dolmens de type hypogée. Ces tombes ne contiennent aucun objet funéraire. Cette partie du site de Roknia semble être livrée à elle-même. Le site était déjà depuis 1900 classé durant l'époque coloniale. Le classement a été reconduit juste après l'indépendance en 1967-68. Il est toujours compté parmi les 14 sites, je pense, les sites classés. Et gérés, leur gestion est affectée à l'OGBC, c'est-à-dire l'Office de gestion des biens culturels de l'antenne de la wilaya de Guelma. Le site mégalithique de Roknia, malgré sa réputation internationale, reste le parent pauvre du fabuleux patrimoine archéologique dont dispose la wilaya de Guelma. Ce qui concerne les constructeurs de ces monuments, généralement considérés par les spécialistes en cette période et appelés les proto-berbères, ces proto-berbères ont été bien sûr répartis en plusieurs ethnies selon les trouvailles archéologiques ou bien le mobilier funéraire qui a été trouvé ou bien découvert dans ces monuments. On a de plusieurs types, de la poterie, des ustensiles d'usage quotidien, plus quelques fibules ou bien des objets funéraires en métaux, et beaucoup plus les ossements humains
Ce qui reste des squelettes qui n'ont pas été étudiés jusqu'actuellement, étudiés sur le plan anthropométrique, mais sur le plan génome ou bien datation carbone 14, ça reste toujours conservé dans les réserves du musée de Bardo, au niveau d'Alger. L'homme préhistorique a donc érigé ces monuments funéraires de bonne facture. Ces mêmes dolmens ont résisté aux aléas du temps et au pillage. Ce même homme n'a point légué de ruines d'édifices issus de temples et autres bâtiments. Où habitait donc l'homme protohistorique? Nos anciens paléo-berbères, c'est à l'image exacte ou bien typique de nos berbères de l'Antiquité. Rarement qu'on reste les traces de leur habitat ou bien structure d'habitat, puisqu'ils donnaient importance beaucoup plus à la vie d'au-delà, à l'architecture religieuse qu'à l'habitat domestique. Partagé entre vie nomade et vie sédentaire, l'homme de la protohistoire n'a pas opté pour la construction de grandes cités comportant de monumentaux édifices. Le proto-berbère a ainsi privilégié l'édification des dolmens pour mieux vivre ses croyances. Celui-ci croyait à l'existence d'un monde après la mort. De nombreux objets funéraires ont été retrouvés dans ces tombes. Il s'agit surtout de poteries, de bijoux et autres ustensiles domestiques. Il s'agit aussi d'offrandes que les morts recevaient une fois enterrés dans ces dolmens. On songe actuellement, ou bien on pense que leur structure d'habitat ou bien leur habitation était plus modeste, plus avec des matériaux de construction plus périssables. C'est des branches d'arbres, par exemple des hachas ou bien des huttes qu'on trouve dans quelques régions jusqu'actuellement, surtout en Afrique ou bien en Afrique pré-saharienne. Le site mégalithique de Roknia se distingue par rapport à celui de Chefia dans la wilaya de Tarf et celui de Ségus dans la wilaya de Bouegui par la configuration escarpée de son terrain. Le site de Roknia abrite un très grand nombre de dolmens issus de deux types d'architecture différentes. On y trouve des dolmens à dalles et aussi des hypogées ouhouanites creusés à même les falaises de Travertin. Du site de Roknia, on part à la découverte de la station de gravure rupestre de Khenget Lahjar. Un rapace survole le site. La station est située à mi-chemin entre Tbilis et Ain Makhlouf. La falaise est envahie par de denses végétations. Et retrouver les gravures rupestres demeure une tâche des plus délicates, surtout que les quelques gravures existantes ont été réalisées en miniature. Il s'agit de gravures de bovidés et quelques inscriptions en caractère libyque. Des blocs de grès sont dominés par une imposante falaise, où se cachent les gravures. La découverte des œuvres artistiques du néolithique s'apparente donc à une opération de recherche d'une aiguille dans une botte de foin. En réalité, les gravures rupestres de Khenget Lahjar sont bel et bien là, dans cette partie de la falaise
que de denses ronces et autres rosacées ont envahi. Découvrir les gravures de Khenget Lahjar revient donc à désherber cet endroit. On quitte Khenget Lahjar dans l'espoir de découvrir les gravures rupestres une fois les herbes disparues. De la station rupestre de Khenget Lahjar, on fonce vers le sud-est de Ain Bakhlouf pour découvrir le site archéologique de Ain al-Arbi. Le site de la Qal'a abrite ruines romaines et dolmens numides. Sous une pluie battante et des rafales de vent, le vieux Arbi, en connaisseur des lieux, nous invite à découvrir cet endroit clairsemé de blocs de pierre de différents calibres. On est en face d'un édifice romain en pierre de taille. L'Arbi nous révèle l'existence d'inscriptions latines sur certains blocs de grès. En fait, le site archéologique de Ain al-Arbi s'étale sur de vastes étendues et renferme de nombreux vestiges numides des Romains. D'après les historiens, il s'agit d'un site mixte numide des Romains. Le site abrite de nombreux dolmens. Il s'agit parfois de sépultures collectives comportant plusieurs défunts. D'après des spécialistes en archéologie, le site de Sagha abrite des basinas où sont enterrés plusieurs morts. 20 à 40 sépultures sont enterrées dans les basinas que couvrent des pierres. On est en face d'un imposant basina que couvrent des pierres de taille. Ainsi, de nombreux basinas gravitent autour de ce qui semble être un édifice militaire romain. Sous d'incessants vents violents, le vieux Arbi nous fait découvrir d'autres anciens temples funéraires numides. Il s'agit de dolmens que couvre une énorme dalle de pierre. Il s'agit aussi de roches dures. Ce type de mégalithe a succédé aux basinas de forme circulaire. À même les flancs des collines qu'entrecoupent des ravins et ravines, on aperçoit de nombreux basinas. De forme circulaire, les basinas datent de l'époque néolithique, soit 8000 à 10 000 ans avant l'ère chrétienne. Pluies et vents nous accompagnent le long de ce parcours. Basinas et dolmens se côtoient sur certaines parties de ces terrains rocheux. Au pied des falaises, on peut également découvrir un autre type de dolmen de bonne facture architecturale. Il s'agit donc de dolmens issus d'une époque tardive de la période protohistorique. Imposants, ces dolmens nous ont permis de nous abriter de la pluie et du vent glacial qui nous ont surpris pendant notre parcours sur cette partie du site de Sagha à Ain al-Arbi.
Mieux encore, le vieux Larbi nous invite à découvrir la grotte de Sagar, tout en nous permettant d'éviter les averses de pluie qui se sont amplifiées. De l'entrée de la grotte, le vieux Larbi nous indique que le site mégalithique de Ain Larbi s'étale jusqu'à concerner les mashtas implantés sur les flancs des autres collines. Le vieux Larbi indique aussi que la grotte est très profonde. Elle est creusée à même la roche dure. Plus on évolue à l'intérieur de la cavité, plus la lumière du jour disparaît. Il s'agit aussi d'un abri naturel pour une importante population de chauves-souris. On quitte la grotte. Les averses de pluie ont cessé. Le vieux Larbi évolue ainsi à l'aise sur ces terrains accidentés et escarpés. Le site de Sagar nous réserve bien d'autres découvertes. Le vieux Larbi nous indique l'existence de nombreuses ruines sur cette partie sud-est du plateau de Sagar, à l'image de ces basinas. Au bas des basinas, Larbi emprunte un parcours semé d'imposantes stèles. Il s'agit de ruines romaines d'assez bonne facture. Très nombreuses sur ce terrain incliné qu'entrecoupe un ravin, certaines ruines comportent de nombreuses stèles où figurent des inscriptions latines. Les inscriptions latines sur certains parmi ces stèles n'ont pas été altérées par l'érosion. L'écriture gravée sur la roche reste visible à l'œil nu. De nombreuses ruines jouxtent ainsi la ravine. On y trouve des stèles ainsi que d'autres bornes de taille moyenne. Le site de Sagar de Ain Larbi renferme donc d'innombrables ruines portant de nombreuses inscriptions latines. Certaines d'entre elles sont altérées par l'érosion, pendant que d'autres sont d'une netteté surprenante. Le site de Sagar présente donc de multiples intérêts archéologiques. Celui-ci abrite des basinas, des dolmens, des ruines romaines et byzantines. Il s'agit donc d'un musée à ciel ouvert qui reste loin d'avoir révélé tous ses secrets. La portée antique de Sagar reste probablement liée à la position stratégique qu'elle a occupée pendant l'époque romaine et byzantine. Les légions romaines l'ont occupée pour surveiller les axes routiers reliant Tbilis, Guelma, Mador, Khmisa, Macomades et Lambèse au sud. Ain Larbi et ses mashtas restent ces hauts lieux de cette région sud de Guelma où se sont succédées de nombreuses civilisations humaines, et ce depuis la préhistoire. Malgré son importance archéologique, le site de Ain Larbi est loin d'être mis en valeur.